Politique qui est avec nous depuis Alger. Smaïl Almas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, marhaba. Alembek. Alors, Smaïl Almas, d'abord, à chaud, votre réaction à la déclaration, au discours de M. Tebboune, à cette allocution. Eh bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première chose déjà, on va commencer par le commencement, par le thème, le titre qu'ils ont donné à la rencontre d'aujourd'hui. Ils parlent de plan de relance pour une nouvelle économie. Donc là déjà, c'est un peu... Hein, on ne relance pas ce qui n'a pas été déjà lancé. Donc on n'a pas construit d'économie. Donc comment parler de relance alors qu'on n'a pas encore lancé une nouvelle économie? Donc ils auraient pu peut-être parler de plan de développement ou de création ou de construction d'une nouvelle économie, mais pas de relancement. Hein. Ils n'ont rien lancé pour relancer. Ademdia. De l'autre côté, deuxièmement, vous savez, j'ai vu qu'il y avait la participation de nos scientifiques, des professeurs, des chercheurs algériens qui font notre fierté à l'étranger. Ils ont participé par visioconférence et j'ai vu les thèmes. Ils parlent de l'économie du savoir, des réformes structurelles, le hawkama, etc. Mais j'aurais aimé entendre l'un d'eux parler ou évoquer de l'importance de la démocratie dans la construction d'un pays. Est-ce qu'il y a possibilité de construire un pays sans démocratie? Est-ce qu'on peut construire un pays sans liberté? Est-ce qu'on peut construire un pays sans une justice libre, etc., indépendante, etc. Donc, moi, là, j'aurais aimé entendre nos professeurs parler ou la débattre ou d'aborder un sujet pareil parce que la problématique, elle est là. On peut parler des sujets, des milliers de sujets, mais il faut toujours... disons revenir à la réalité algérienne. Hein, il y a la spécificité algérienne qui dit que il y a un problème de liberté, il y a un problème de démocratie. Comment construire une économie moderne en l'absence de démocratie, c'est-à-dire comment construire l'Algérie sans les Algériens. Ça, j'aurais aimé entendre une thématique ou un exposé dans ce sens. Pour le reste, il a parlé d'impôts, il a parlé des Algériens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ne payent pas d'impôts. Eh bien, écoutez, je vais vous aborder, je vais annoncer peut-être un chiffre connu. Il y a 8 000 milliards de dinars, 8 000 milliards de dinars en souffrance au niveau des tribunaux. D'autres, c'est les impayés, t'as les impôts. Eh bien, il n'a qu'à débloquer le dossier. Hein, ça remonte à 5 ans, là, à 10 ans. 8 000 milliards de dinars. C'est très important, hein, mais personne ne bouge. Ce sont des gens, parmi les commerçants, mais il y a une bonne partie qui est accompagnée, bien sûr, et parrainée par Jamaat Club Départ. Et bien là, avec le téléphone, ils ont gelé les dossiers, les impayés de les problèmes d'impôts. Il n'a qu'à débloquer les impôts et on va se retrouver avec 8 000 milliards de dinars dans la caisse. Donc, voilà encore un dossier. Il a oublié aussi le directeur général Talanep, il y a une semaine, il a parlé des milliards, des milliers de milliards de dinars attribués à des titres de journaux qui n'existent même pas sur les États. Tu as les libraires, tu as les buralistes. Ah, ça, c'est bien beau de connaître les chiffres, tu as les milliards détournés. Mais la suite, elle est où de la suite? On aimerait bien récupérer ces milliards. Sinon, ça va encourager les autres à faire la même chose. Donc, c'est bien beau de nous annoncer les dossiers à dos, c'est bien, c'est gentil, Allah Ibarak. Il faut récupérer ces milliards détournés par Jamaat les titres de journaux qui n'existent même pas. C'est une aïsaba. C'est une aïsaba entre les politiques, entre le média, etc. Donc on aimerait, les milliards à dos, on aimerait bien les récupérer. Maintenant, pour le reste, vous savez, il a encore abordé les histoires de 25 milliards de dollars. Dans l'agriculture. C'est une nouveauté, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on se retrouve avec 25 milliards de dollars de production. Anna, je vais l'inviter, ou l'inviter ses conseillers, qui le conseillent très mal, hein, de revenir les déclarations de l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Bouazgui, en 2017. L'émission Daif Sabah, le 18-09-2017, le 18 septembre 2017, Daif Sabah. L'ancien ministre de l'Agriculture a parlé de 30 milliards de dollars de production agricole en 2017. Donc,
ce n'est pas une nouveauté l'annonce des chiffres bien gonflés, hein, les chiffres d'OP. On a l'habitude d'entendre ce genre de chiffres. En 2017, vous êtes en train de nous dire que le chiffre a été avancé en 2017. 30 milliards, 5 milliards de mieux. Le 18 septembre 2019, l'émission radio algérienne chaîne 1, Daif Sabah, le ancien ministre de l'Agriculture, Bouazgui, a annoncé le chiffre de 30 milliards de dollars de production agricole. Vous pouvez aussi trouver le communiqué de l'APS le 2 février 2020. Le 2 février 2020, ils ont parlé d'une production nationale à l'agriculture de 3 482 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 29,1 milliards de dollars. Le 2 février 2020, le communiqué de l'APS. Ça veut dire que les chiffres annoncés par Jama'a au site Bon, ce n'est pas une exclusivité, ou là, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de chiffres. Hein, c'est bien ancien. Et en plus de cela, il est en train de valoriser le travail de la SABA. Parce que là, s'il parle de 25 milliards, les chiffres, ce n'est pas le chiffre de 2020. Ça veut dire que c'est Bouteflika. 2020 n'est pas terminé. Ça veut dire que c'est Bouteflika qui les a réalisés. Déjà qu'on nous fait regretter, ils veulent nous faire regretter la période à Bouteflika côté liberté, etc. Donc ils veulent nous faire regretter aussi sur les chiffres et tout. Ni on regrette la période de Bouteflika, ni on valide ou là on accepte ou là on est heureux de la période actuelle. On aspire à une autre période, à un autre avenir complètement différent de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit actuellement. Donc l'autre côté, pour revenir toujours aux chiffres, pour donner de l'importance à ce qui se dit. Je ne suis pas là pour... Mais en général, pour avoir des chiffres pareils, ça passe par un recensement. Le dernier recensement général de l'agriculture a été effectué en 2001. Cela fait 19 ans. Cela fait 19 ans qu'on n'a pas fait de recensement dans le secteur agricole. Donc on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans le secteur agricole depuis 19 ans, Madame Nash. En 2001, on a fait le dernier RGA, ce qu'on appelle RGA, recensement général de l'agriculture. C'est une opération qui s'effectue tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on passe par là. C'est énorme comme opération, c'est pas facile, qui mobilise beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, qui devait se faire en 2011 ou la 2012. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas réalisé. Justement, Smaïl Ammari. Donc, s'ils n'ont pas fait, s'ils n'ont pas fait en 2011 ou la 2012 de l'opération, sur la base de quoi ils peuvent nous avancer les chiffres de milliards de dollars à l'agriculture? Exactement, Smaïl Lalmas. D'abord, je vous rejoins, vous posez la même question, Smaïl Lalmas. Comment ont-ils évalué cette quantité et comment ont-ils évalué la valeur en dollars, sachant qu'il y a des dizaines de milliers de produits qui sont dans un système totalement informel, où il n'y a ni facture ni rien du tout, et sachant aussi que les prix des produits agricoles sont fluctuants. Ils ne sont pas cotés en bourse sur l'année, mais ça change tous les jours quasiment. Alors comment ont-ils fait ? Honnêtement, je me suis renseigné depuis quelques jours déjà. Je me suis renseigné auprès des spécialistes et tout. Aussi, on aimerait donner des chiffres concrets, réalistes. Quand on critique ou là on apporte un truc critique sur les chiffres donnés, il faudrait aussi qu'on soit un peu proche de la réalité. Donc, je me suis renseigné. J'ai vu que, honnêtement, c'est des gens très crédibles. Il n'y a aucune base légale et aucune base proche de la réalité sur laquelle on pourrait se baser, viable sur laquelle on pourrait se baser pour donner des chiffres dans le secteur qui est réputé de travailler sans facture, sans traçabilité, sans chiffre. Donc, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de chiffre, donc on ne peut pas réellement avoir des données fiables concernant le secteur. Le fellah travaille sans facture, le distributeur de gros travaille sans facture, le détaillant travaille sans facture, il n'y a pas d'impôt, donc on ne peut pas vraiment avoir de chiffres réels côté le secteur. Deuxièmement,
j'ai fait un petit calcul. Je me suis rapproché de 3-4 familles Barkak Dakani, où j'ai demandé la consommation mensuelle en fruits et légumes. J'ai fait un petit calcul. Oui, je me suis retrouvé, quand j'ai gonflé le chiffre, on ne dépassait pas les 7 milliards de produits de production légumes et fruits. Et ça, les 7 milliards de dollars, c'est ce qu'on consomme. Les 40 millions d'Algériens, c'est ce que consomment les 40 millions d'Algériens l'année. Qui m'a j'ai gonflé, avec le maximum. Donc, les 19 milliards à dos, je ne pense pas qu'un pays comme le nôtre peut se permettre de jeter 19 milliards de dollars de produits agricoles. Donc, ça, c'est un chiffre très facile à faire. Je vois que la consommation d'une famille alors, de 4 Smaïl Almas, je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois. Smaïl Almas, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est très, très, très important. On ne peut pas passer sur ça. Donc, M. Tebboune nous parle de 25 milliards de dollars et vous avez fait un cadrage approximatif où vous avez estimé que nous consommons à peu près dans les 6 milliards de dollars de produits agricoles. Et nous n'exportons quasiment rien. Donc, où sont passés mais c'est énorme, la différence est énorme. Milliards de dollars, production nationale. La production, le chiffre abordé, c'est une production qu'on consomme. Absolument. Plus les 5 milliards, tu as importation, tu as les céréales et le lait. Je ne parle pas de la viande, etc. Oui. Céréales plus les 7 milliards, on est à 12 milliards de dollars de consommation avec les 5 milliards d'importation. Donc, les 19 ou les 18 milliards de dollars dont il parle, je crois que c'est extrêmement gonflé et ça n'a pas de sens. Si on balance avec les chiffres, moi j'insiste sur le chiffre ADA, pour lui dire de demander à ses conseillers comment ils ont fait pour arriver à ce chiffre-là. Smaïl Almas, restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons regarder d'abord un autre extrait. Pardon, Smaïl Almas. Touma khatikum hashakum labali billi surfacturation, alors que les plus grands surfacturateurs étaient en face dans le parterre. Écoutez, premièrement, je salue vos invités. Comme je n'avais pas la télé, je ne voyais pas qui était présent. C'est Hamid et notre ami Jamal Ghissoum. Jamal Ghissoum, oui. Bien sûr, je ne vais pas je ne vais pas commenter ce qu'il a dit, parce que là, on n'est pas en train de commenter les interventions des uns et des autres, mais plutôt l'intervention de celui qui est censé être premier responsable de ce pays. Donc, la question. Maintenant, le côté de l'importation. Vous savez qu'en Algérie, il y a 40 000 registres de commerce, tu as les importateurs. 40 000. Hein? Normalement, il y a 40 000 importateurs. C'est une armée d'importateurs. Les importateurs n'existent que grâce à la réglementation algérienne qui leur donne la possibilité d'exercer leur activité. C'est une activité légale, reconnue mondialement, c'est du business, il n'y a pas de souci par ce côté-là. Maintenant, à chaque fois qu'il y a crise en Algérie, on pointe le doigt sur les 40 000 importateurs. C'est la source des problèmes en Algérie, ce sont les importateurs, les 40 000 importateurs, etc. Or, ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. La surfacturation, c'est encouragé par le marché parallèle, par la devise. Vous avez une différence entre la valeur du dinar au niveau bancaire et la valeur au niveau le square ou là au niveau parallèle qui est très importante. C'est une différence qui encourage les importateurs, certains importateurs, il ne faut pas généraliser, ça serait ridicule de généraliser, certains importateurs qui s'amusent à surfacturer certains les prix les importations de tahom et la différence la devise ils la récupèrent auprès de leurs fournisseurs et ils alimentent le marché parallèle de la devise pour bénéficier qu'il est comme si qu'ils avaient acheté l'euro à 140, ils le revendent à 200 dinars au niveau du square. Donc finalement c'est la situation. Tu as le pays, c'est l'instabilité, tu as la monnaie, c'est l'existence, tu as le marché parallèle de la devise qui encourage certains importateurs, je répète, certains importateurs à pratiquer de la gymnastique addict à la surfacturation. Cela dit, moi je me rappelle de certains ministres qui avaient parlé de la surfacturation, tu as l'importation des composants qui entraient dans le montage des véhicules. Le dossier n'a jamais été ouvert.
Je me rappelle, on a des anciens ministres du commerce, ils parlaient de la surfacturation, t'as les composants importés. Mais pourquoi on n'en parle pas? Donc, il faut aller vers le fond. Il y a un problème sérieux. Il y a le marché parallèle de la devise qui encourage ce genre de pratique. Et j'allais dire que c'est tout à fait normal. Il faut régler le problème, le marché parallèle, hein, et se comporter ou la développer une monnaie ou la gérer une monnaie de façon correcte. Et après, vous allez voir que les surfacturations, etc., vont être neutralisées automatiquement. Il n'y aura plus d'intérêt à surfacturer pour dégager des sommes en devises pour après les mettre sur le marché parallèle de la devise. Donc, finalité, c'est un exercice connu, mais pratiqué par des gens qui sont parrainés par certains responsables, par de hauts responsables. L'importateur, il peut se permettre de surfacturer n'importe sans être protégé, sans être parrainé par ministre Flan, ou le président Flan, ou le général Flan, ou je ne sais pas qui, ou le député, ils ne peuvent pas se permettre. Donc, s'il y a des parrains, s'il y a des mafias du conteneur, c'est parce que les mafias sont parrainés par le politique algérien. Sinon, il ne pourra pas se permettre. C'est pas vous, là, n'importe quel citoyen qui va se permettre d'aller importer des conteneurs, des dizaines de conteneurs et surfacturer et parfois faire de fausses déclarations et les faire rentrer sur le marché algérien sans être inquiétés. Ok, je ne fais un moment. Arrêtons de jeter la balle, les importateurs. Ouais. Non, ce ne sont pas Homa les années 90, c'était eux qui alimentaient le marché algérien quand il y avait plein de pénuries, quand le pouvoir à l'époque ne pouvait pas s'occuper d'approvisionner le marché local. Donc, il faut comprendre une chose. Lyon, c'est le dialogue qui peut régler les problèmes. On a un des 40 000 importateurs. Moi, c'est une force pour moi. Ce sont des gens, des opérateurs qui pratiquent le commerce extérieur, qui ont des relais à l'international, qui ont un marché au niveau national, qui ont leur réseau de distribution, qui ont investi, qui font travailler des dizaines de milliers d'emplois. Mais l'idéal, Smaïl Almas, je devrais négocier avec ces gens-là. L'idéal serait qu'ils soient dans l'import-export. Ah, barakallahu fik. Maintenant, l'exportation. Et dans le cas, il faudrait créer une autre mafia pour autoriser l'export. L'exportation, c'est le parcours du combattant. L'IOM Citebon parle de 5 milliards de dollars d'exportation maintenant le 2021. En 2025, il ne va pas faire 5 milliards de dollars dans l'état actuel des choses, avec les équipes actuelles, avec la situation actuelle. Développer, exporter, c'est répondre à un besoin au niveau d'un marché, au niveau d'un segment de marché à l'international. Mais pour pouvoir exporter, il faudrait déjà définir une offre exportable, une offre qui serait aux normes, une offre qui répond à la qualité imposée par les marchés cibles. Quand vous avez l'offre exportable là-dedans, il faudrait déjà identifier les marchés. L'Afrique. Mais avec quoi tu vas l'Afrique? Le vélo, tu vas l'Afrique. Mais comment vous allez en Afrique si vous n'avez pas d'avion, si vous n'avez pas de bateau, si vous n'avez pas de chemin de fer, si vous n'avez pas des routes accessibles, etc. Comment vous allez en Afrique? Je vais vous rajouter autre chose. Quand l'Algérie exporte vers les pays africains, les clients taouana, ils payent la douane, ils payent les trucs douaniers, la quittance douanière, comme on appelle ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de libre-échange entre les pays africains, où là, ils sont dans l'OMC, nous, on n'est pas dans l'OMC. Donc, on ne va pas bénéficier des avantages de libre-échange avec les Africains. Par contre, le Tunisien, le Marocain, le Français ou le Turc, quand il exporte vers l'Afrique, et le client, il ne va pas payer les taxes douanières parce que ils ont des accords de libre-échange ou bien ils sont dans l'OMC, donc ils bénéficient des avantages octroyés par les accords ADO. Ce qui fait que si on va vers l'Afrique, on ne sera pas compétitif. Il y aura toujours la différence de 25 ou 30% de plus parce que le client il va payer la taxe douanière. Ce qui fait qu'il va préférer d'acheter le Turc ou le Français ou le Marocain parce qu'il ne paye pas de douane. Donc, ça va, au final, il aura un prix moindre, plus compétitif sur le marché que d'acheter les Algériens, sachant qu'il va rajouter les 25 ou les 30% de taxes douanières, ce qui va rendre le produit algérien moins compétitif. Donc, ça coule de source. La facture de logistique et de transport en Algérie est l'une des plus élevées au monde. Comment être compétitif dans ce cas-là? Quatrièmement,
il parle de banques en Afrique ou là en Europe ou là. Les banques à l'étranger. Si on va mettre des banques à l'étranger, qui mettent les agences Air Algérie en France et à l'étranger, c'est pas la peine. Si c'est pour employer Oulid Flan ou Bint Flan, hein, et pour créer des emplois fictifs, qui met Air Algérie à l'Opéra en France, et vous imaginez une compagnie qui met Air Algérie à 34 agences à l'étranger. Donc, on va créer la banque à l'étranger, la banque algérienne en Afrique et en Europe, contre le système HADA, qui favorise Oulad Flan, contre le système HADA, qui a encouragé et protégé les corrupteurs et la corruption, mais pour le moment, on va encore créer d'autres problèmes. On va créer des banques à l'étranger pour faciliter le transfert d'argent pourri, d'argent sale de l'Algérie vers l'étranger. Et on va passer à un autre régime, un autre système, à de nouvelles pratiques, avec un modèle économique plus sérieux. Maintenant, ce que notre ami avait dit sur le tableau noir, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai la réputation d'être quelqu'un de pessimiste depuis des années. Depuis 2014, à chaque fois on me dit c'est l'Almas, vous êtes pessimiste. Et pourtant, le temps m'a donné raison. Imaginez si nous pendant l'ère Bouteflika, et on ne serait pas là aussi aujourd'hui. Vous auriez dit quoi? Donc, Adam dit maintenant, s'il y a un point positif, où il y a une action économique positive qui a été faite les 5 dernières années, ou là pendant l'ère Tebboune, etc., qu'on me dise voilà les points positifs, comme ça je vais m'accrocher, et je vais diffuser l'optimisme, etc. On va s'accrocher vers le conteneur de choses, de points positifs dégagés par le pouvoir. Il n'y a pas, je suis bien placé pour le dire. Je l'ai dit en 2014, je l'ai dit en 2015, je l'ai dit en 2020, et je vais le dire demain si il n'y aura pas de positif avec ces gens-là. C'est une machine à produire l'échec. C'est une machine à produire l'échec. C'est le système qui a été conçu comme ça. C'est une machine à produire l'échec. Donc, mettre le neige, dresser le tableau noir. J'en ai eu des FLNistes, des RNistes, des gens à les plateaux télé pendant 5 ans. J'en ai fait des centaines d'émissions. Mais je vous en prie, aujourd'hui, en 2020, il faudrait dire la vérité. Et restez avec nous. On ne peut pas construire une nouvelle économie avec les gens qui nous ont cassés. Avec les gens qui ont cassé l'Algérie, ce n'est pas possible. La solution ne se trouve pas chez ces gens-là. C'est des gens qui ont été formatés à l'ancien système, c'est-à-dire formatés aux anciennes pratiques. Ils ne peuvent pas. Et restez avec nous. 10% d'optimisme. Restez avec nous, Smaïl Almas, jusqu'à la fin de l'émission, qui est pour bientôt. Il ne reste plus beaucoup de temps.